La mer Méditerranée est parsemée de nombreuses îles, notamment dans sa partie orientale. Entre la Grèce continentale et la Turquie, une série d'îles grecques au nom mythique forme une véritable constellation au sud-est d'Athènes, les Cyclades. On les appelle ainsi parce qu'elles se regroupent en cercles. Ces îles occupent une position centrale dans la civilisation grecque, car le dieu de la lumière a vu le jour ici. Apollon veille toujours sur le lieu de sa naissance, devenu sacré dès l'Antiquité. Depuis, les Cyclades ont élargi leur rayonnement bien au-delà de la mer Égée. La mer est partout, mais la terre n'est jamais éloignée. Il faut 4 heures au ferry parti d'Athènes pour atteindre le cœur de l'archipel. Les îles des Cyclades adoptent des profils très différents. Pour le relief tout d'abord. Certaines plafonnent à quelques mètres au-dessus de la surface de l'eau. D'autres, en revanche, dressent des falaises imposantes. Elles varient aussi par leur nature géologique. Plusieurs îles sont des entités détachées du continent, alors que d'autres ont une origine volcanique. La sécheresse est une constante des Cyclades, car elles ne font pas obstacle aux nuages. Sur une vingtaine d'entre elles, l'homme a pu s'installer. À force de travail, il a réussi à exploiter la terre. Il a modelé un paysage où la végétation est limitée par les faibles pluies et contenue par le vent incessant. La protection d'Apollon a favorisé les Cyclades qui ont suscité les convoitises, celles des anciens peuples grecs, mais aussi des Vénitiens et des Ottomans. Ces cultures ont fusionné dans la création de l'État grec en 1830, membre de l'Union européenne depuis 1981. Agriculteurs et marins sont les deux pôles d'une société rurale ancestrale. Les habitations sont aujourd'hui proches de la mer. Jadis, elles se regroupaient sur un promontoire à l'abri du danger. Les influences vénitiennes et ottomanes sont perceptibles dans une architecture qui peut connaître des variantes d'une île à l'autre. Les lignes épurées, les surfaces chaulées et les ouvertures étroites sont présentes partout, notamment sur l'île de Syros. Hermopolis est le chef-lieu des Cyclades et la seule vraie ville. Les chantiers navals, uniques dans l'archipel, ont assuré la prospérité du port, le plus important du pays jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les poissons d'élevage compensent le déclin de la pêche dans les Cyclades. Chaque année, la flottille régresse. On répète les mêmes gestes depuis des siècles, mais le métier ne permet plus d'en vivre facilement. Seules les terres protégées du vent sont cultivées. Les parcelles exiguës accueillent des cultures diversifiées au rendement souvent aléatoire. Quand l'espace est suffisant, on produit du fourrage qui servira à l'alimentation du bétail en cas de sécheresse prolongée. Les productions agricoles des Cyclades sont principalement destinées à la consommation locale. Leur existence dépend d'une ressource très précieuse dans les îles, l'eau. Partout, on s'efforce de la retenir, car les nappes phréatiques sont souvent saumâtres. Les éoliennes contribuent à l'approvisionnement énergétique, même si leur présence indispose de plus en plus les défenseurs des paysages. Le dieu de la lumière ne ménage pas ses bienfaits dans l'archipel, voué presque entièrement à la mer. Il suffit de prendre un peu de hauteur pour que domine le bleu, le blanc et encore le bleu. Andros est la plus septentrionale des Cyclades. C'est aussi la deuxième en taille. L'île possède un relief accidenté qui culmine à près de 1000 mètres d'altitude. La partie nord est aride et s'incline vers la mer. Dans une crique de la côte nord-est s'abrite le port de Gavrion. Au XVIIIe siècle, de nombreux paysans abandonnèrent leurs terres ingrates et cherchèrent leurs moyens de subsistance dans la mer. Leurs débuts furent assez modestes, mais petit à petit, ils additionnèrent les navires
et se constituèrent des empires flottants. Certains de leurs descendants comptent aujourd'hui parmi les plus riches des armateurs grecs. Quelques-uns font immatriculer ici, à Andros, une partie de leurs bateaux, en souvenir de leur île natale. Plus on s'éloigne de la côte nord, et plus l'île devient verte. Les cultures en terrasse exploitent l'espace à proximité immédiate de la mer. Dans le centre de l'île s'ouvre la plaine fertile de la Messaria. Les hautes collines ici arrêtent les nuages qui libèrent toute l'eau nécessaire. Avant d'être une île de marins, Andros fut une terre de seigneurs. Au début du XIIIe siècle, l'île passa sous la coupe de Venise. Les grandes familles y régnaient en maître au nom du lion de Saint-Marc, le symbole de la cité vénitienne. Sur la côte est, la localité d'Andros, appelée aussi Kora, est la plus importante de l'île. La nouvelle ville s'étage en amphithéâtre sur la côte, tandis que la ville médiévale est établie sur un promontoire effilé qui s'avance longuement dans la mer. La mer protectrice peut être meurtrière. Elle a fait des victimes auxquelles la statue du marin inconnu rend hommage. À l'extrémité de la vieille ville se dressent les ruines de l'ancienne citadelle vénitienne. Les armateurs enrichis ont comblé Andros de leur largesse. Plusieurs bâtiments, civils et religieux, ont été joliment restaurés. Sans être opulente, la cité vit d'une manière plutôt décontractée. Dès qu'on pénètre à l'intérieur de l'île, le paysage devient plus austère. Les rencontres sont rares, en dehors de quelques animaux d'élevage. Rencontrer quelqu'un est presque un événement. Il y a quelques animaux ici. Même si l'on ne s'y bouscule pas, l'île n'est pas désertique pour autant. Les pâturages sont délimités par des murets de pierre sur lesquels s'appuient des dalles de grès. Une façon de borner les propriétés et d'éliminer les pierres des herbages. L'île d'Andros doit son nom à la mythologie grecque et à un petit-fils d'Apollon. Ici aussi, le dieu de la lumière a bien fait les choses. Pour parcourir les Cyclades, les ferrys sont une bonne option. Ils emportent un grand nombre de véhicules et les horaires sont bien respectés. Pendant la haute saison, ou quand les conditions météo sont mauvaises, il arrive que des ferrys soient en retard. Mais les compagnies sont vigilantes car la concurrence est rude. La fréquence des liaisons varie beaucoup en fonction de la saison et de la notoriété des îles desservies. C'est le moyen de transport le plus économique, mais aussi le plus lent. Au sud-est d'Andros, l'île de Mykonos est une destination très fréquentée. Et pourtant, ces paysages arides ne l'ont pas gâté. Les pirates ottomans qui prennent possession de l'île au milieu du XVIe siècle découvrent une terre pauvre et quasiment désertée par ses habitants. À l'abri derrière des falaises imprenables, les pirates en feront une de leurs bases préférées en Méditerranée. Le port bien abrité est toujours apprécié par de nombreux marins de toutes catégories. Les pirates sont partis, mais la réputation du Havre était faite. La fortune de l'île a suivi. Plusieurs générations de pélicans baptisés Pétros se sont succédés pour accueillir les nouveaux arrivants. L'église Panagia Paraportiani est construite à l'emplacement d'une porte de l'ancienne forteresse médiévale. Plusieurs bâtiments révèlent la prospérité de Mykonos. Les moulins servaient à moudre le grain débarqué des bateaux.
C'est pourquoi ils sont installés près du port. Vestige de l'époque vénitienne, les maisons de capitaine donnent directement sur la mer. Les marchandises de contrebande passaient directement du bateau à la maison. Un petit marché aux poissons permet de s'approvisionner dès le retour des pêcheurs. C'est de la perche. Certaines espèces sont abondantes, comme le poulpe. Le nom poulpe vient d'un mot grec qui signifie plusieurs pieds. La pêche n'est pratiquement plus qu'une activité d'appoint, notamment pour les retraités et les agriculteurs. Je m'appelle Angelos. Je suis agriculteur. Tout ce qui est là, je le produis moi-même et je vends ici. Il n'y a que des produits de l'île. Les ruelles aux pierres entourées de peintures sont typiques des Cyclades. Chaque habitant peint devant chez lui. C'est une coutume très répandue sur ces îles. Très répandues aussi les églises orthodoxes. À l'intérieur, le chœur est séparé du reste de l'église par une cloison en bois, l'iconostase. On y place les icônes. Entre la Grèce continentale et l'Asie mineure, Mykonos était une étape où les marchands faisaient escale. Le commerce local s'est développé grâce à eux. Les vieux loups de mer connaissent le musée maritime de la mer Égée, établi dans l'ancienne maison d'un capitaine. Le directeur de l'établissement, Philippe Ménardos. Ça, c'est le mécanisme du phare d'Arménistis. Il a plus d'un siècle. Il a été construit en France en 1890. Les collections ne couvrent pas seulement l'époque contemporaine. Elles évoquent aussi la marine dans la plus haute antiquité. Le musée a été créé pour que les visiteurs voient l'évolution des bateaux marchands grecs. Il prouve bien le caractère hellénique de la mer Égée. Dans le musée, nous pouvons voir des modèles de bateaux anciens, des cartes datant de 1600 et plus tard, des instruments maritimes. Nous avons aussi des images des héros de la Révolution grecque. Une fois à l'intérieur de l'île, on comprend l'origine du mot Mykonos. Même si pour certains Mykonos serait encore un petit-fils du dieu Apollon, pour d'autres, ce nom viendrait du mot phénicien Mukon, qui désigne une terre pauvre. Une multitude de chapelles et d'églises se dispersent sur l'île. Elles ont été élevées par des familles de marins qui célébraient le retour de l'homme au foyer après un long périple. Mykonos ne dépasse pas 400 mètres d'altitude. L'île est taillée dans une roche granitique très dure. Un peu partout, l'érosion a fait son inlassable travail. Les blocs isolés témoignent du combat acharné de la pierre contre les éléments. Malgré la dureté de la roche, l'érosion a découpé des criques aux proportions harmonieuses. Certaines côtes de l'île ont dû composer entre l'harmonie et les projets des promoteurs immobiliers. Pendant les années 1960, Mykonos est devenue une destination à la mode. Les armateurs grecs ont lancé le mouvement. Sur la côte sud, plusieurs plages sont entrées dans la légende. Celle de Paradise est réputée pour les fêtes qu'on y organise dès l'après-midi. Ici, pas question de méditer en silence. C'est magnifique ici.
Vous avez l'eau, le sable, un bon public, c'est super. Un succès permanent auprès d'une population ciblée. La plage de Paradise a débuté en 1969. Les premiers à venir ici, c'était des hippies. Dans les années 70, il y a eu beaucoup de fêtes. Quand le jour décline, quand les bateaux ont jeté l'ancre et quand le vent est tombé, une nouvelle nuit commence à Mykonos. Le rite est immuable. On attend l'ultime instant. Car après, le temps ne compte plus. La fête va emporter la ville et remplir les ruelles de nouveaux rythmes. J'aime Mykonos. Mykonos est un point de chute pour la communauté gay. Ici, le sens de la fête est communicatif. Entre l'île de Mykonos et sa petite voisine Délos, il n'y a qu'une bonne demi-heure de traversée en bateau. Mais quel contraste! Autant Mykonos est agité, autant Délos est paisible. Et pour cause. L'île ne mesure que 5 km en longueur et le site est aujourd'hui totalement inhabité. Une ville a pourtant existé ici. Elle a compté jusqu'à 25 000 habitants et ses vestiges comptent parmi les mieux conservés de toute l'Antiquité grecque. La cité commence à faire parler d'elle à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Elle va rapidement devenir l'axe principal des Cyclades. Un centre culturel majeur, une place commerciale prospère et surtout un sanctuaire religieux incontournable. Un lieu où les richesses s'accumulent et où les artisans donnent le meilleur de leur production. Dans la maison du Trident, les mosaïques le confirment. Pourquoi la ville de Délos a-t-elle connu une telle fortune et un tel retentissement dans le monde de la Grèce antique? On sait que les temples y ont poussé comme des champignons et que de belles demeures y ont été construites. On sait aussi que la ville n'a jamais manqué d'eau grâce à des nappes phréatiques peu profondes. Mais cela ne suffit pas pour expliquer qu'elle ait alimenté autant de convoitises et exacerber autant de rivalités. Les milliers de spectateurs qui se réunissaient dans le théâtre y venaient non seulement pour se détendre, mais pour honorer les lieux. Explication, c'est ici, à l'emplacement d'un lac aujourd'hui asséché, que le dieu Apollon est né. Au pied du mont Kytnos, plusieurs lions de marbre veillent sur le lac sacré. Les fauves accroupis rugissent en menaçant les intrus. Les 5 statues qui subsistent ont été remplacées par des répliques. Les sculptures originales sont conservées dans le musée tout proche, avec une série d'autres pièces découvertes sur le site. Même figée dans le marbre, Délos affiche toute sa grandeur. Dans le prolongement d'une allée bordée d'impressionnants phallus mutilés, quelques marches mènent au sommet du mont Kytnos. Après la naissance d'Apollon, l'île de Délos qui flottait à la dérive s'immobilisa pour l'éternité. Au nord de Délos, l'île de Tinos ne possède pas, elle, de centre urbain antique. Pourtant, on venait sur l'île rendre hommage à Poséidon, le dieu de la mer. Pas tellement parce que la mer est omniprésente, mais parce que le dieu avait débarrassé les terres de reptiles abondants. Le climat très sec de l'île leur avait permis de proliférer.
Sur la côte sud, le port de Tinos est le principal accès d'une île placée sous le contrôle des Vénitiens pendant 5 siècles. Il faudra attendre le début du XVIIIe pour que les Ottomans prennent leur place. Autrefois, le péril venait toujours de la mer. Les maisons des Cyclades gardaient la couleur de la terre pour passer inaperçues. Dans un paysage aussi uniforme, la moindre habitation se voit à des kilomètres de distance. La coutume de les peindre en blanc est récente. Elle date du XIXe siècle et permet de lutter contre la chaleur. Les villages de Tinos sont presque tous d'origine médiévale. Ils sont organisés sur un modèle identique autour d'une rue principale. Par sécurité, toutes les ouvertures donnent vers l'intérieur du village. Malgré le climat sec, le saule pousse à proximité des cours d'eau. On tresse de longs rameaux assouplis pour en faire des paniers. Le savoir-faire des insulaires se retrouve aussi dans les élégants pigeonniers. L'élevage des pigeons a été introduit par les Vénitiens. Le droit de colombier, c'est-à-dire le droit d'élever des pigeons, était jadis réservé aux seigneurs. Mais après le départ des Vénitiens, l'usage s'est répandu dans toute la population. Les cultures en terrasse utilisent la pierre pour soutenir les parcelles. Mais dans le village de Pyrgos, la pierre peut adopter des formes beaucoup plus raffinées. Depuis plusieurs générations, Pyrgos héberge des artistes qui sculptent le marbre. Les créateurs ne se sont pas endormis sur leur laurier. Avec marteau et burin, ils exercent un dur métier, mais l'environnement est favorable. À Tinos, nous avons une tradition de la sculpture. Il y a même une école de sculpture sur marbre, ainsi que des carrières d'où on extrait le marbre. C'est une tradition ici de travailler le marbre. Si le sculpteur est capable de reproduire la nature peut elle-même faire preuve d'une créativité spontanée. Dans certains endroits exposés, la roche friable n'a pas résisté à l'action de l'érosion. Tasso Anastasiadis connaît bien l'île. Ça, c'est un phénomène naturel. Je me rappelle, il y a 15 ans, c'était une pierre toute ronde. C'est l'action du vent qui l'a fortement érodée. Plus au sud, l'île de Paros est la 3e des Cyclades par la taille. Grâce à la position centrale qu'elle occupe dans la mer Égée, l'île a toujours été une escale très fréquentée. À part quelques hautes falaises qui empêchent l'accès à l'intérieur, le profil du rivage a permis la création de 3 ports. De plus, la végétation bénéficie d'un relief accentué et des précipitations qu'il provoque. Sur la côte ouest, la ville de Parikia dispose d'un port bien abrité. La localité est établie sur un site habité depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Le port a toujours été très actif. La pêche est encore pratiquée, mais ici aussi de manière artisanale. L'artisanat est un des supports de l'activité économique sur l'île. Le talent des habitants s'exprime dans des domaines aussi complémentaires que variés. Quelle que soit leur taille, les églises bénéficient toutes du même statut grâce au poids de l'église orthodoxe. Certaines sont prestigieuses, comme l'Hécaton Tapiliani, l'église aux 100 portes. Il s'agit sans doute d'un des plus anciens sanctuaires chrétiens du pays. Sa fondation remonte en effet au IVe siècle de notre ère. En réalité, on y a dénombré 99 portes et fenêtres. D'après une légende, quand on trouvera la 100e, Istanbul, l'ancienne Constantinople, reviendra à la Grèce.
Paros doit son activité portuaire, sa réussite et sa notoriété dans le bassin méditerranéen à une production extraite du sol dans le centre de l'île, à proximité de Marathi. Dès la plus haute antiquité, on a creusé profondément au flanc d'une colline. Des profondeurs du sol, on a extrait un matériau unique. Il a permis de réaliser des chefs-d'œuvre de la statuaire grecque, comme la Vénus de Milo. Un marbre blanc d'une qualité exceptionnelle. Dans un tel environnement, l'inspiration de nombreux artistes se trouve stimulée. Le travail du marbre exige du talent, mais aussi de la force physique. Monique Mayou préfère travailler la terre cuite. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui décident de s'installer ici parce qu'il y a un magnétisme. Cela crée une atmosphère. C'est un endroit qui inspire parce que c'est lié à l'Antiquité. Il y avait ici des civilisations anciennes avant Jésus-Christ. Ils étaient aussi très créatifs. Vous voyez cela à travers de petites statuettes faites avec le marbre de Paros. Dans les villages des Cyclades, la vie communautaire repose sur des structures très anciennes. Ainsi, quand les équipements individuels font défaut, la collectivité prévoit des solutions pour chacun. Descendant direct du four communautaire au Moyen-Âge, le four communal permet encore parfois aux villageois de réchauffer leurs plats. Dès qu'il est chaud, on emporte le plat pour le savourer en famille. Un service que le gérant ne fait pas payer bien cher. 3 €. 1, 2, 3. En plus du four, il arrive que la communauté propose les services d'un pressoir pour le raisin ou d'un moulin pour le grain, car beaucoup de moulins ont disparu. La terre et le climat de Paros se prêtent bien à l'agriculture. Le vent rend la chaleur supportable pour les vaches, beaucoup plus fragiles que les chèvres. Sur le damier des productions agricoles, une espèce s'en tire particulièrement bien, l'olivier. On ne cultive rien au pied de l'arbre car son ombre épaisse ne le permet pas. Le vignoble obtient également d'excellents résultats. Le vin des Cyclades s'est fait une réputation grâce à l'obstination de jeunes vignerons qui ont dépoussiéré les méthodes de vinification. Théodore Moraitis. Ce vin est un vin d'appellation contrôlée de Paros. Il est produit au départ de 2 variétés, Erythrine mandilaria et Levki monemvasia. On utilise 2 variétés de vignes pour ce vin, du blanc et du rouge. 2 parts de rouge, 1 part de blanc. L'eau ne manque pas sur l'île de Paros. Elle est même suffisamment abondante pour entretenir une flore luxuriante à certains endroits. Une espèce de papillon nocturne a élu domicile à Petaloudes, Georgias Skiadas. Nous sommes dans la vallée des papillons. C'est un papillon rare. Il s'appelle Panaxia quadripunctarea. Il arrive fin mai et il part en septembre. Il vient en tant que papillon et repart en tant que papillon. Il vend ses ous, il laisse ses œufs et il meurt. La côte sud-est est réputée pour le vent qui souffle en permanence. La Golden Beach est devenue un spot très apprécié par les véliplanchistes et les autres. Démonstration avec des champions. On est prêt pour l'action.
En direction du sud-ouest, plusieurs îlots prolongent Paros en pointillé. On y a trouvé les traces les plus anciennes de la présence humaine dans les Cyclades. À l'époque néolithique, environ 5000 ans avant Jésus-Christ, l'île de Paros était reliée par un isthme à sa voisine Antiparos. Aujourd'hui, il faut emprunter un bac pour passer de l'une à l'autre. L'île a longtemps été un repère de pirates. Ils y trouvaient un mouillage tranquille. Ils avaient récupéré les installations laissées par les Vénitiens, notamment le Castro, une forteresse dont ne subsistent que les soubassements. L'île est très prisée des Athéniens qui fuient l'agitation et la pollution de la capitale et se réfugient ici. La demande est forte pour les parcelles de terrain en vente. Mais jusqu'à présent, Antiparos résiste à la pression immobilière. Le sous-sol calcaire réserve aussi des surprises. Une grotte s'ouvre dans les profondeurs de l'île. L'endroit est connu depuis l'Antiquité, mais il a fait parler de lui au XVIIe siècle. L'ambassadeur de France à Constantinople utilisa la salle souterraine pour organiser une messe de minuit la veille de Noël. Au cours des siècles, les visiteurs ont laissé de nombreuses inscriptions. Après 10 minutes de traversée en bateau, on atteint la côte occidentale de Paros sur la plage très branchée de Santa Maria. Derrière les ruines d'un fort vénitien s'alignent les maisons de Naoussa, une localité de la côte nord. Au XVIe siècle, une bataille opposa les habitants au pirate Barberousse, qui était un bachibouzouk, c'est-à-dire un mercenaire au service des Ottomans. Depuis, la tranquillité est revenue sur la petite bourgade, du moins pendant la journée. Avec l'arrivée de la nuit, à Naoussa, les rues se remplissent et la température monte. Les Cyclades dansent en habits traditionnels. Le dieu de la lumière a dessiné un cercle magique sur la mer. Il assemble autour d'un peuple et d'une culture un puzzle d'îles très semblables et toujours différentes. Un prodige, car le monde grec y tient en entier par son histoire, ses paysages et sa diversité.